Une mauvaise chute, une appréhension liée à un événement particulier, un stress avant une compétition. Si vous êtes cavalier, vous êtes déjà forcément retrouvé face à l'une de ces problématiques. Et la préparation mentale pourrait vous aider à être plus performant ou à affronter vos peurs. Pendant longtemps, cet aspect a été nié par les sportifs et les cavaliers en particulier. L'accent était mis sur le travail du cheval au détriment de celui de l'athlète. Depuis quelques années, beaucoup d'entre eux ont pris conscience de l'importance de leur préparation, aussi bien physique que mentale. Et c'est cet aspect que nous allons discuter aujourd'hui. Cet épisode est enregistré grâce au soutien de Ségura Équitation. Ségura Équitation est une marque française issue d'un groupe leader dans la protection des motards qui a souhaité partager son expertise dans la protection et la sécurité en développant des airbags pour la pratique de l'équitation. Efficace, discret et élégant, le gilet airbag Ségura Équitation protège les zones vitales en cas de chute et de traumatisme. Une dorsale vient compléter ce dispositif de sécurité au design soigné et à l'efficacité éprouvée. N'hésitez plus à vous équiper, le gilet airbag Ségura Équitation est proposé à 399,90 €, soit le prix le plus attractif du marché. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site web www.segura-équitation.fr. Salut Marie, on est ravis de t'avoir aujourd'hui dans notre podcast dédié à la préparation mentale. Marie, toi tu es psychologue et coach mental, mais tu as eu un parcours un peu atypique, est-ce que tu peux nous raconter ça ? Oui, bonjour Alice, merci de ton invitation. Parcours atypique, oui, parce que j'ai d'abord été diplômée en psychologie, psychologue, puis j'ai fait une école de commerce à EM Lyon dans la foulée. Du coup, j'ai travaillé pendant 8 ans en communication événementielle dans le milieu du cheval. Et puis, je suis revenue à ma première formation, psychologue, et donc je me suis installée maintenant il y a quelques années. Et à la psychologie, j'ai voulu aussi lier mon parcours sportif en montant à haut niveau il y a quelques années avec une jument qui s'appelle Frileuse, qui était ma jument de cœur, puisqu'elle avait un destin qui n'était pas forcément très sympathique pour un cheval, et en créant un lien particulier avec une technique sur laquelle on m'a accompagnée, on a monté à haut niveau. Et je me suis servi. Fait quoi, jusqu'à 1m45, c'est 1m40, Oui, c'est ça, 45. Ouais. Oui, c'était les B1 A2 Open à l'époque, toutes ces épreuves-là. Et du coup, je me suis beaucoup servi de cette expérience. Comment je suis partie de la D4, les pros de l'amateur à la pro. Et je me suis aussi servi de mon expérience avec cette jument très sensible pour comprendre ce qui s'était passé dans ce système cheval-cavalier, coach. Et je m'en sers aujourd'hui aussi pour accompagner les cavaliers dans leur préparation mentale. Oui, donc en fait, vraiment, cette expérience t'a amené sur cette préparation mentale dédiée aux cavaliers, même si on est d'accord que la préparation mentale, ça s'adresse à tous les sports, etc. Et en fait, je pense que la préparation mentale chez les cavaliers, c'est pas encore quelque chose qui est très très développé. Je pense qu'il y a encore des sceptiques sur ce côté-là. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un certain tabou autour de la préparation mentale des cavaliers encore ? Oui, il y a un tabou parce qu'on ne distingue pas bien la psychologie, la préparation mentale. Il n'y a pas de cursus ou de parcours vraiment reconnu qui permet aux cavaliers de choisir. Donc on fait appel à un coach mental, à un préparateur mental, à un psychologue du sport. On est un petit peu perdu. Donc dès qu'on touche au mental, ça fait peur parce qu'il y a aussi une association mentale, maladie, folie, problème, etc. Or, la première chose qu'il faut comprendre, qu'on voit un psychologue ou un coach mental, c'est qu'on n'est pas malade. Oui. Et même au contraire, c'est signe qu'on reconnaît qu'on a un psychisme en fait, et on en a tous un, et c'est optimiser nos pensées, optimiser notre psychologie, optimiser notre mental pour fonctionner le mieux possible, que ce soit pour un examen, que ce soit pour un concours, que ce soit pour un concours hippique, que ce soit pour son cheval, pour son coach. Donc c'est en premier lieu, il faut bien comprendre que c'est un fonctionnement normal. Et en plus, on est d'accord que nous, dans notre sport, le mental, il joue énormément, surtout dans la relation avec le cheval, parce qu'on sait que le cheval est une éponge un peu de nos émotions. Dans d'autres sports, c'est hyper développé depuis pas mal de temps. Pourquoi on est si réticents finalement, nous les cavaliers, à travailler notre mental, quoi, alors que c'est essentiel et fondamental dans le sport ? Alors pourquoi les cavaliers ? Je pourrais pas dire pourquoi vraiment spécifiquement les cavaliers. Ce que je remarque par des lectures et pour m'intéresser vraiment à ce milieu, c'est que des grands nageurs comme Michael Phelps notamment, aujourd'hui finalement se plaignent quelque part en disant on a été champion mais personne ne s'est soucié de notre mental. On était des machines à gagner.
À aucun moment, pour le citer, il a dit « on m'a demandé est-ce que tu vas bien ?» Et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est s'occuper aussi de l'humain avant tout, cavalier ou pas cavalier, mais c'est vrai que dans les cavaliers, il y a un vrai tabou, parce qu'il y a peut-être aussi la relation avec le cheval, comme tu disais, qui rentre en ligne de compte, et ce cheval nous remet en question aussi, puisque le cheval étant une éponge, c'est dur de reconnaître que quand un cheval ne fonctionne pas bien, c'est peut-être pas dû qu'au cheval, à son physique, etc., mais aussi à nos émotions, à nos contractures, à nos contractions, dues, entre autres, aux blocages mentaux. Bon, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de la préparation mentale, qu'est-ce que c'est, etc., on voulait refaire un petit tour de l'actu, même si, encore une fois, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué d'avoir de la vraie actu. Quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est la reprise des concours après l'arrêt des concours à cause de l'épidémie de rhinopneumonie qui nous a privés de concours pendant quelques temps. Et c'est le complet qui reprend en grande pompe avec les CCI 4 et 5 étoiles à Pompadour qui ont repris là en début de semaine. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour les complétistes qui vont quand même avoir très très peu d'occasions pour se préparer pour les JO, parce qu'il faut savoir qu'en Europe de l'Ouest, il va y avoir seulement que 7 compétitions de ce niveau-là prévues jusqu'en juin. Donc c'est vrai que là, pour eux, c'était vraiment indispensable. Je sais que la question s'était posée de savoir si on allait annuler ou pas le concours. Je pense que là, c'est vital pour ces cavaliers d'avoir le plus possible l'envie, enfin en tout cas la possibilité de faire ces concours-là, quoi. Oui, pour les cavaliers, pour les chevaux, se remettre en conditions émotionnelles, du transport. Les chevaux aussi, on leur crée des routines. On crée des routines aux cavaliers, mais les chevaux aussi. Et ils vont avoir besoin de se remécaniser physiquement et émotionnellement aussi sur ces déplacements en concours. Et ça fait peu d'entraînement, peu de préparation. Ça fait un vrai challenge pour les Jeux Olympiques. Deuxième autre info un peu moins bonne, c'est que, à moitié bonne on va dire, c'est que la Baule va devoir repousser encore sa date. C'était prévu pour mi-mai, donc là ça va passer du 10 au 13 juin pour le 5 étoiles de la Baule. On croise vraiment les doigts pour que ça ait lieu, parce que notre sport en a vraiment besoin, en espérant qu'il y ait un minimum de public, parce qu'on est d'accord que la Baule sans son public c'est quand même moins la Baule, hein. C'est quand même le plus bel endroit avec du public. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais il y a une âme extraordinaire. Moi je connais bien le concours de la Baule, je crois que j'y vais depuis 94 ou dans ces eaux-là régulièrement, et c'est un concours formidable. Il y a des concours vraiment comme ça qui existent grâce au public. C'est le public qui crée l'ambiance, qui donne l'âme du concours, et on a plein d'exemples comme ça ces concours qui vivent grâce au public. Donc on espère que ça va avoir lieu. Sinon il y en a un qui va pas avoir lieu, c'est confirmé, c'est le 3 étoiles du Touquet qui devait avoir lieu début mai, qui est normalement un peu le prélude pour la Coupe des Nations à la Baule. Et là malheureusement ils ont été obligés d'annuler, parce que début mai ça sera juste la sortie de notre confinement. Ça devait être aussi la première étape de la nouvelle série Longines de la Coupe des Nations créée par la Fédération équestre européenne. Donc ça s'annonce un peu mal pour ce circuit. Il faut vraiment espérer qu'on s'en sorte. Je pense que maintenant à un mois, une semaine, 2 semaines, un mois près, c'est peut-être plus raisonnable, pour éviter de repartir dans des épidémies, même si c'est très dur, même si je le vois avec les cavaliers, c'est très dur. Il y a des vraies attentes, mais je pense que c'est plus raisonnable, et le calendrier va se redessiner petit à petit. Ça donne quand même de l'espoir. Je pense qu'on voit un peu le bout du tunnel. J'espère que d'ici le mois de juin, il y a des très belles compétitions comme le Paris Eiffel Jumping ou encore Chantilly qui doivent avoir lieu. Bon, je sais que on ne sait pas encore si ça sera tenu à huis clos ou pas. Je pense que pour l'instant, ce qui compte vraiment, c'est que la compétition, show must go on, comme on dit, avec du public ou pas. Donc on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Et sinon, au niveau du classement mondial des cavaliers de saut d'obstacle, donc Steve Garda est toujours numéro 1, je vous rassure. Mais désormais, il est talonné par l'Allemand Daniel Deusser, qui lui a eu la chance de pouvoir faire le concours de Wellington, la tournée en Floride, et qui donc a remporté 7 épreuves, dont 3 Grands Prix. Donc lui, ça lui a vraiment permis de remonter dans le classement international. Je tiens à dire que lui, Steve Garda n'a pas pu beaucoup concourir parce qu'il est resté en Europe. Donc, d'où cette petite remontada de Daniel Deusser. On verra dans les prochaines semaines. Mais bon, Daniel Deusser est rentré en Europe. La compétition en Europe va reprendre. Donc, Steve Garda risque bien de garder son trône. Son écart. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'était notre petit tour de l'actu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur finalement qu'est-ce que c'est que la prépa mentale. On en parle beaucoup. J'aimerais
dans un premier temps, que tu définisses ce qu'on appelle la préparation mentale. Alors, la préparation mentale, c'est pouvoir donner des outils concrets au cavalier, des outils qu'on travaille ensemble, qu'il apprivoise avec le coach, le préparateur, pour que le cavalier puisse apprendre à se concentrer, apprenne à maîtriser ses émotions, apprenne à se concentrer. Tout ça, c'est en fonction de la demande et du besoin qu'on analyse ensemble et on travaille ensuite à partir d'outils adaptés à chacun. Finalement, c'est quoi le cavalier type pour la prépa mentale, s'il y en a un ? Le cavalier type, la majorité dans les demandes, si on veut standardiser un petit peu, c'est beaucoup de stress en fait, soit la veille du concours, soit avant de rentrer en piste, soit en piste. C'est globalement la majorité des demandes. D'accord. Et est-ce que la préparation mentale, c'est quelque chose qui va vraiment résoudre tous les problèmes du cavalier, ou est-ce que c'est un peu une boîte à outils qu'on va te donner, que toi tu vas transmettre au cavalier, et après à eux d'utiliser cette boîte à outils pour être plus performants et réduire leur stress ? Alors la préparation mentale, on pourra différencier après la psychologie et la préparation mentale. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce système-là, c'est que on est là pour accompagner des cavaliers déjà qui font la demande, il faut une vraie demande, et il faut qu'au départ, si vous voulez, le cavalier soit techniquement à un certain niveau et qu'on vienne améliorer, le mental vient améliorer quelque chose. On est aussi appelé, moi je suis pas mal appelée aussi, souvent en cas il n'y a plus que vous pour nous aider, il n'y a plus que vous pour me sortir de là, pour ce que j'appelle un peu éteindre le feu. Quand il y a eu, par exemple, un traumatisme ou quand un cavalier, même techniquement, ne fonctionne pas bien, il faut bien comprendre que la préparation mentale, c'est optimiser quelque chose d'existant, mais on ne peut pas transformer un cavalier qui techniquement ne marchera pas bien en bon cavalier. Il faut au départ de la matière et un cavalier qui va venir optimiser sa performance par la préparation mentale. Après, quand on a des traumas, on pourra peut-être en reparler, on est sur un autre type de travail, je dirais peut-être plus psychologique, mais moi je prends en charge le cavalier de manière globale, psychologie plus outils. D'accord. Alors que toi, on va dire que tu as ta méthode parce que tu as cette formation psychologue, mais tous les coachs tous les préparateurs mentaux ne sont pas psychologues, on est d'accord ? Non, c'est deux choses différentes. On a des Roger Federer en tennisman, on a Teddy Riner qui, eux, font appel à des psychologues. D'accord. Ça veut dire qu'ils vont vraiment travailler le sujet dans son histoire, dans sa famille. On va vraiment parler du sujet. Moi, je travaille avec le sujet plus le sportif en coaching mental, où là, ce que je peux apporter en plus dans le coaching, c'est qu'on parle le même langage avec les cavaliers. S'ils me parlent d'un parcours, s'ils me montrent une vidéo, je vais pouvoir l'analyser avec eux. Voilà. Donc ça va m'aider aussi beaucoup dans les outils. Mais la partie psychologique, on l'apprend ou on l'apprend pas. Je la propose, il n'y a pas d'obligation. Malgré eux, certains basculent en psychologie d'abord. Parfois c'est suffisant. Parfois on a besoin des deux. Parfois on a besoin que du coaching. C'est très singulier, c'est vraiment au cas par cas. Et ce qu'il faut retenir, si on veut bien différencier les deux, la psychologie, on va s'occuper de la personne, de ses émotions, de son fonctionnement psychique qu'on a encore une fois tous. Et la préparation mentale, moi je vais fonctionner sur des outils en fonction de ce que je peux comprendre de la personne, fonctionner avec des outils. La personne s'entraîne avec moi en séance et après elle est capable de le faire toute seule parce que le but c'est aussi l'autonomie de la personne. Et concrètement les outils c'est quoi alors de la préparation mentale ? Oui, alors moi je travaille beaucoup avec la respiration, la visualisation, l'hypnose. Et puis dans la visualisation et l'hypnose, entre autres, je personnalise vraiment les protocoles en fonction de ce que la personne veut améliorer, de sa problématique. Veut travailler, voilà, de sa problématique. Ouais. Et donc concrètement sur la visualisation, ça veut dire quoi ? Moi par exemple, j'ai peur d'aller sur un parcours. Ça va être quoi là cette visualisation-là ? Qu'est-ce que tu vas me conseiller ? Alors, on va commencer déjà par comprendre, par décortiquer, peur sur un parcours, d'accord. Est-ce qu'on sait d'où vient cette peur ? Quand est-ce qu'elle se manifeste ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et même dans le corps ? Et puis, on va se mettre en situation par d'abord une détente musculaire pour préparer aussi le corps à être réceptif à une visualisation. Et je vais te faire visualiser un parcours. Je prends un exemple qui va très bien se dérouler avec les caractéristiques de ta jument, avec tes caractéristiques à toi. Et on va prendre ce temps que tu vives ce parcours en visualisant
Pourquoi ? Parce qu'on a les neurones miroirs. Ça veut dire que ce qui va s'activer quand tu seras avec moi en confiance au cabinet détendu, ce seront les mêmes connexions qui vont se réactiver quand tu seras sur ton parcours avec ta jument. C'est un peu se donner des habitudes et des réflexes. En fait, gommer les mauvais réflexes, en fait. C'est ça C'est créer des routines. Gommer les mauvais réflexes, c'est plutôt... je ne sais pas si on peut gommer vraiment. C'est améliorer ce que l'on a en soi, apprivoiser finalement, s'apprivoiser soi-même en créant aussi des routines. Des routines, ça veut dire que si par exemple 5 minutes avant de rentrer, on relève quelque chose chez toi, on va travailler des routines pour créer de nouvelles habitudes réconfortantes. Et ça, c'est très répandu dans le tennis notamment. Et en créant ces routines, on crée un confort, si tu veux, chez toi, qui va évidemment se ressentir sur le cheval, et on optimise, on rend le cavalier disponible pour pouvoir utiliser tout son potentiel. Et est-ce que toi, par exemple, tu trouves ça important ? Enfin, est-ce qu'il y a un travail aussi à faire avec le coach de ce cavalier qui fait appel à toi pour avoir un peu cette dynamique-là Est-ce que c'est intéressant d'avoir ça ? Alors, le meilleur système, c'est cavalier, coach et psychologue préparateur mental. Dans mon fonctionnement, je trouve que ça, c'est le meilleur. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le coach, quelque part, cautionne. On sait l'impact des coachs sur les cavaliers. Et si le coach dit « vas-y, va faire ça en plus », tout de suite, le cavalier va être conforté là-dedans, rassuré. Et du coup, cette combinaison, ce système marche très bien. Donc, moi, j'invite les coachs à travailler ensemble. Et c'est chacun dans son domaine, finalement. Et ça, c'est agréable parce qu'eux, ils sont sur le technique. Aussi, parfois, malgré eux, sur le mental, par leur comportement, par leur manière d'enseigner. Et quand on travaille en système comme ça, c'est top. Ouais. Alors, on a vu que les cavaliers sont de plus en plus préoccupés par cet aspect du mental, parce que c'est quand même très important dans le sport. On pense par exemple à Thierry Rosier, qui s'est remis à la compétition en 2016, notamment grâce au préparateur mental, qui est aussi un peu connu dans le milieu du cheval, David Corona, qui a une approche qui est différente de la tienne, si j'ai bien compris, qui est un ancien négociateur du GIGN, qui lui, en tout cas, j'ai l'impression, est un peu plus dans l'action, quoi. Après, c'est par rapport à son métier, voilà. Donc, il s'est reconverti en coach mental. Il a aussi accompagné Philippe Rosier au moment des JO de Rio. Et plus récemment aussi, Édouard Lévy. Donc, en tout cas, ces cavaliers-là, je pense qu'ils ont compris que l'aspect aussi mental était important. Et on écoute d'ailleurs le témoignage de Philippe Rosier par rapport à cette préparation mentale. J'ai adoré la personne déjà pour commencer. L'idée c'était de savoir, c'était 1 an et demi avant les Jeux Olympiques de Rio, si j'étais capable d'y retourner ou pas. J'avais déjà fait 4 Jeux Olympiques, les derniers c'était pas très bien passé. C'était en 2000, voilà, à Sydney. Et puis après le travail de l'hypnose, de gommer tous les problèmes qui étaient en moi, que je me rendais même pas compte d'ailleurs. Beaucoup de choses, je peux te donner un exemple qui est tout très important et tout simple, quand il y a eu le feu aux écuries à Bois-le-Roi, il y a eu 30 chevaux qui ont brûlé, que j'ai vu, je souhaite pas ça à mon pire ennemi, de voir ça, et ben ça, il m'a aidé à sortir de ça, quoi. Une mauvaise chute aussi, j'avais une très mauvaise chute il y a longtemps, qui était là, qui était toujours là, sans que je m'en rende compte, voilà. Moi je voulais pas de psy, ni de gourou, on s'est plus quitté depuis. Alors c'est un témoignage très très intéressant. Philippe dit qu'il a eu un suivi sur le long terme. Ça veut bien dire que ça ne s'improvise pas. Tout comme on prépare un cheval, ça se prépare sur le long terme. Oui, c'est pas une séance qui va régler tous les problèmes, quoi. Non, souvent on nous appelle pour éteindre le feu. Là où Philippe a été très perspicace quelque part, c'est qu'il s'est dit les JO dans 1 an et demi. Ça lui a rappelé des échecs et il s'est dit je vais essayer, je vais voir si je peux me préparer. Donc il a prévu quelque chose sur le long terme, première chose. Deuxième chose, très important, il parle, ça a matché tout de suite. Très important. Vous avez des personnes, coach ou pas coach, c'est épidermique, ils vous stressent, ils vous angoissent, ils vous inspirent pas confiance. C'est pas la peine d'insister. Oui, c'est pas parce que ça marche pas avec un qu'il faut abandonner et pas aller voir quelqu'un d'autre. Exactement. Donc c'est ce match comme ça. Ça, c'est primordial. En psychologie, même si on va revenir dessus, on appelle ça le transfert et le contre-transfert. D'accord. C'est la même chose avec eux. Et justement, pour la psychologie, vous voulez pas de psychologue ni de gourou. Alors, oui, c'est la peur qu'on a, c'est tomber sur un gourou qui nous retourne le cerveau, quoi. Voilà. Alors là-dessus, il a tout à fait raison, parce que les gourous, ce sont des personnes qui vous amènent à adhérer à une méthode, à une pratique, et on perd toute liberté, toute autonomie, et là, vous vous faites manipuler. Donc moi, je fais toujours de la prévention auprès des personnes qui viennent me voir pour dire, voilà, si vous sentez qu'on veut vous emmener sur un terrain qui n'est pas le vôtre,
méfiance. Parce que ça, oui, ce sont des gourous, ça n'a rien à voir avec le coaching, rien à voir avec la psychologie. Maintenant, sur l'aspect psychologique, ça n'engage que moi, mais ce David Corona, en étant du GIGN, il faut savoir que ce sont des profils qui sont aussi recrutés par leur psychologie, sur des critères psychologiques. Donc ce sont des personnes dans l'action, empathiques, capables de prendre des décisions extrêmement rapidement et qui savent tout de suite cerner les personnes. Donc même si on n'a pas ces grandes études, si on veut, de psychologie pendant 5 ans, etc., ils restent malgré tout dans leur manière de faire. Oui, parce que l'approche psychologique. Philippe très justement dit qu'il l'a aidé à régler des problèmes dont lui-même ne se rendait pas compte. Donc finalement, c'est qu'il est rentré au fond de lui-même. Après, on parle de psychologie, pas psychologie, c'est égal. Mais en tout cas, ça compte quand même pour la préparation mentale, pour débloquer des choses. C'est pas seulement que de la respiration, de la décontraction, de la visualisation. Il y a aussi un côté humain et un côté émotion qu'on a tous au sein de nous. Et c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on a une maladie mentale, quoi. Absolument, mais complètement. Philippe, ou qu'on est faible, ou que je sais pas quoi. Ouais. Philippe, il a vécu quelque chose de traumatisant avec ses écuries. Il le dit. David Corona est venu l'aider à peut-être mettre des mots, à extérioriser ça sans qu'il s'en aperçoive. Donc, c'est un petit peu ce que je fais dans ma méthode. Parfois, ils se saisissent de la psychologie sans même le savoir. Et on est plus sur le registre psychologie émotionnelle. On n'est pas encore dans l'outil. Et Philippe, du coup, lui, il lie les deux avec cet homme-là. Mais il a trouvé la personne pour l'accompagner. Et ça, c'est formidable. C'est super, Et il va lier l'émotionnel, la psychologie, plus l'outil, entre autres l'hypnose. Et ce qui fait que ça marche, c'est ce qu'il dit, ça a matché. Et je pense que oui, c'est un accompagnement formidable. Ce qui lui a peut-être aussi permis en partie d'arriver serein à Rio et de faire le résultat qu'ils ont fait ensemble à cette médaille d'or par équipe à Rio. Ça a probablement, je pense, contribué parce qu'il en avait on entend, on parle nous de la demande, il faut qu'on comprenne la demande. Et il le dit clairement, son besoin et sa demande, c'était, les Jeux Olympiques Sydney, c'était pas forcément un souvenir extraordinaire, il préparait Rio. Il y avait une demande. Il y avait une demande. Donc ça, déjà, hop, c'est le premier pas. Trouver la bonne personne. Et puis, c'était parti. Plus le côté technique. Il le dit très bien. Il n'avait pas besoin du côté technique. Non. Il le trouve ailleurs. Donc lui, il avait vraiment besoin de ce côté mental. Et il a fait le choix qui était le bon pour lui. Et pour cette partie hypnose, parce qu'on en parle beaucoup de l'hypnose en ce moment, pas que dans le milieu du cheval, mais en général, pour arrêter de fumer, quand on a une phobie dans l'avion, etc. Qu'est-ce que c'est l'hypnose, en fait ? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Il faut savoir que c'est quelque chose un état naturel. Quand on est, pour comprendre, quand on est dans le train, par exemple, et qu'on voit le paysage défiler très vite, et tout d'un coup, on revient à soi, on ne sait pas combien de temps on est resté dans le vague comme ça. Ouais, bloqué, quoi. Un peu bloqué, on est dans un état hypnotique. Donc on a plusieurs états d'hypnose naturels par jour. Et donc l'hypnose, c'est par des méthodes, des outils, amener le sujet à rentrer dans cet état de conscience modifié. Et à partir, alors là je parle pour moi, de ce que j'ai pu recueillir en information, soit technique, soit mentale, du cavalier, par des inductions, je vais amener certaines demandes ou certaines manières de faire ou de penser à évoluer vers l'objectif qu'on veut atteindre. Mais pour ça, il faut être disponible. Pour moi, je reviens toujours à ça, disponible psychologiquement. Oui, être prêt à le faire, en fait. Voilà, et je me permets de faire le parallèle avec Philippe. S'il m'en veut pas, émotionnellement, il n'était pas prêt. Et il a quand même évacué pas mal de choses traumatisantes qui l'ont rendu disponible pour ces outils-là. Et il me semble retrouver dans ce qu'il dit le système dont je parle en mettant d'autres mots comme psychologie et préparation mentale. Et en quoi l'hypnose, ça peut aider un cavalier, finalement ? L'hypnose, ça peut aider un cavalier. J'ai des exemples concrets d'une cavalière qui avait un poney qui était bloqué sur les combinaisons. Donc on a essayé de comprendre à partir de quand, pourquoi, la cavalière comment. était bloquée sur les combinaisons. Ouais, la cavalière, oui. Non, le cheval, oui. Au final, mon cheval saute pas les triples. D'accord. Bon. Alors après, d'abord, le cheval, est-ce qu'il est soigné ? Est-ce qu'il a des douleurs ? On remonte un peu l'histoire du cheval. C'est un cheval bien entretenu, donc on remonte l'histoire de la cavalière, et puis l'hypnose a aidé à lever d'abord la parole, et après, tout ce que j'ai pu recueillir, je le mets en induction sous hypnose pour lever ses blocages. Et aujourd'hui, la cavalière, elle passe les doubles, les triples, les combinaisons. Donc ça aide vraiment quand même à lever des blocages, pour le coup, techniques, bloqués par le mental. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Après, on est d'accord qu'il ne faut pas arriver en étant sceptique, sinon ça ne marche pas, l'hypnose. Il faut arriver en étant prêt à essayer cette méthode-là. Mais bon, ça peut être en tout cas une des solutions pour être plus performant mentalement, on va dire. Oui, pour moi, c'est un des outils.
Dans ce podcast-là, on a fait quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on a voulu donner la parole à nos abonnés pour qu'ils nous livrent leurs témoignages, parce qu'on trouvait ça important aussi qu'on rentre dans le concret et que on puisse aider aussi des gens concrètement. Donc on a 4 témoignages différents, avec des problématiques différentes de cavalières. On va écouter la première, Justine, qui elle en fait appréhende l'entrée en piste en concours. J'adore la compétition, mais ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment juste avant d'entrer sur la piste. Là, je suis dans tous mes états, j'essaie de me concentrer, mais il y a tellement de choses dans ma tête, j'arrive pas à me canaliser. Et parfois, sur mes parcours, en fait, je suis pas avec mon cheval et du coup, forcément, on sort jamais très bien de la piste. Mais je sais pas, j'arrive pas à contrôler mes émotions. Donc voilà, Marie, Justine, elle a cette peur un peu avant de rentrer en piste. Comment la préparation mentale peut l'aider ? Alors si Justine était amenée à travailler comme ça sa préparation mentale, on prendrait le temps de comprendre ce qui se passe avant, quels sont ses souvenirs en concours. Et avec Justine, on pourrait créer des routines, on pourrait faire de la visualisation, de la relaxation, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'elle apprenne à contrôler ses émotions, ses pensées et son corps, et qu'elle transmette ça à son cheval. Donc on serait, je pense, vraiment sur ces axes de prendre aussi confiance en elle, parce qu'il y a forcément un défaut de confiance, et pour ça, je lui poserai quelques questions, je l'aiderai à m'orienter pour qu'elle me donne les bonnes informations et savoir quoi impulser après dans nos séances. Donc, respiration, confiance, visualisation, relaxation, ce seraient des outils qu'elle ferait avant de rentrer, en tout cas, par exemple, au box, avant de se mettre à cheval. La veille, l'avant-veille, il faut qu'elle s'entraîne. Plus on s'entraîne, au départ, vous savez, ça demande un effort. Faut se donner du temps pour ça, mais comme quand on prépare son cheval, si on se donne pas les moyens de réussir, la préparation mentale, il faut l'investir de la même manière. Ça demande un effort. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir automatique. Et donc, moins vous coûtez. Bien sûr. Au départ, monter à cheval, il faut baisser les talons, il faut y penser, ça fait mal, les mains, il faut coordonner tout ça. C'est exactement pareil, il faut qu'on apprenne à tout coordonner. C'est pour ça que ça se fait pas en une fois, que ça se répète, que ça peut être long, mais une fois que c'est acquis, c'est automatique. C'est donc... Nous, on a eu l'occasion de travailler ensemble, Marie, sur cette préparation mentale, parce que je suis aussi cavalière de concours. Et via Georgette Mag, on avait déjà travaillé là-dessus. Et c'est vrai que moi, je me retrouve un peu dans Justine, dans le fait où j'avais cette appréhension de rentrer en piste et de ne pas réussir. Donc, c'est en effet un peu ce problème de confiance en soi. Et c'est vrai que, pour reparler de la visualisation concrètement, en fait, visualiser, quand tu dis ça, moi, je me souviens, c'était visualiser mon parcours obstacle par obstacle. Et me dire, l'obstacle 1, je vais le passer, ça va très très bien se passer. L'obstacle 2, pareil, jusqu'à l'obstacle numéro 11. Et ce travail de visualisation, c'est vraiment un peu avoir cette vision positive de ce qui va se passer dans le futur, quoi. C'est se mettre dans les conditions optimales d'un enchaînement d'obstacles. Je me souviens, quand on avait préparé, tu avais eu un premier parcours qui s'était bien passé, mais qui avait des petites choses à améliorer. On avait débriefé. Et on avait recalibré pour la deuxième jument. Et là, tu avais... comme s'il y avait eu quelque chose qui... Un petit déclic, quoi. Oui, il y avait eu un déclic. Et tu t'étais vraiment lâché avec la deuxième jument et tu avais vraiment fait le parcours tel qu'on avait pu visualiser. Donc, visualiser, c'est vraiment faire ce parcours relâché, détendu, avec en même temps la bonne tension, parce qu'on ne peut pas monter à cheval complètement mou. Donc, c'est pouvoir, chez le cavalier, créer cette visualisation où on a la bonne tension du cavalier, la bonne adrénaline, où on a le cheval avec la bonne tension également. Disponible, exactement. Et on enchaîne ce parcours et on se voit enchaîner le parcours. Et après, on répète les actions. Ensuite, suivant le niveau du cavalier, bien sûr, ce qu'il faut travailler, c'est la disponibilité. À savoir, dans une courbe, il va falloir remettre le cheval devant, rééquilibrer, il va falloir être capable de s'adapter. Donc, c'est aussi travailler la disponibilité à chaque instant du cavalier pour son cheval. On n'est pas des robots, le cheval il peut faire un écart, c'est capable de récupérer l'écart. Si on fait un saut un peu long ou qu'on fait une petite Georgette, c'est pouvoir tout de suite se recentrer et continuer le parcours. Donc ça consiste en ça. Et dans ce cadre, on va dire amateur, de cavalier amateur, que ce soit Justine ou même pour moi, finalement, la question est aussi réapprendre à avoir du plaisir. Parce que finalement, on arrive, on est super stressé, etc. On n'a plus ce plaisir-là. Il faut
faut dire qu'on est des cavaliers amateurs et c'est aussi retrouver ce plaisir de la compétition et de ne plus avoir ce stress-là, c'est ça qui est important. Ça, c'est quand j'avais été coachée moi-même, c'était les belles épreuves des Gucci Masters. Le mot de ma coach qui était restée, elle m'avait dit « fais-toi plaisir ». Et c'est vrai qu'on se met une pression, beaucoup de concentration, et on oublie cette notion de plaisir. Et bien sûr, c'est réapprendre à vivre l'instant, à se faire plaisir. Et souvent, quand on est dans cette dynamique-là, les choses comme par hasard se déroulent de manière fluide. En tout cas, ce que m'avait apporté la préparation mentale, c'était retrouver ce plaisir-là de se dire je suis là pour m'amuser dans un bel endroit et on est là pour sauter et être s'amuser avec son cheval, plus mettre une pression de dingue quoi. Ah oui. Et en tout cas, la préparation mentale, je pense que c'est pas qu'une question aussi de résoudre du stress, c'est aussi remettre les choses là où elles doivent être quoi. En fait, finalement, c'est qu'on joue pas les Jeux Olympiques et on est surtout là pour se faire plaisir quoi. Donc, mais ça faut qu'on se le répète aussi en tant que cavalier amateur, c'est important. Oui, mais c'est exactement bien résumé parce que préparation mentale, ça résonne encore une fois problème. Et on aide à aller mieux sur certains points, mais là où tu as raison et on l'oublie, c'est de rétablir cette notion de plaisir avant tout. Et pour les cavaliers amateurs, ils montent pour se faire plaisir. C'est ça. Et c'est vrai que chez beaucoup, il y a tellement de stress, tellement d'angoisse, ils sont plus prêts à peur de vomir sur le terrain que de profiter de l'enchaînement, profiter du cheval, profiter. Et c'est très vrai. Je me souviens que je respirais tellement pas pendant le parcours que à la fin, j'avais envie de vomir quand même. C'est quand même un truc de fou de se mettre cette pression-là. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, grâce à ce travail-là, en tout cas, j'ai réussi à passer ce cap et vraiment prendre du plaisir. Bon, parfois, de temps en temps, le stress revient, on est d'accord. Mais en tout cas, je pense que aussi pour dire que la préparation mentale, ça s'adresse pas que aux cavaliers pros, que à des gens qui ont des objectifs professionnels. Ça s'adresse aussi à tout le monde en fait finalement. Dans les demandes que j'ai des cavaliers de loisirs pour de la balade, des cavaliers amateurs, beaucoup dans le saut d'obstacle. Mais c'est vraiment, beaucoup pour les cavaliers amateurs, oui. On va écouter un deuxième témoignage, cette fois de Manon qui a peur de ressauter après une très grosse chute. Moi, je fais du concours de saut d'obstacle et j'ai eu une chute récente début août avec ma jument qui a pédalé dans le vide et on est tombées toutes les deux. Elle m'est tombée sur la tête, j'ai perdu connaissance, j'ai eu un trauma crânien et l'oreille interne touchée. Et lorsque l'oreille interne est touchée, en fait, on perd son équilibre. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre en selle malgré le temps qui a passé, car j'avais toujours la tête qui tournait et un manque d'équilibre. Toujours une peur de ressauter et une appréhension toujours présente depuis cette chute. Finalement, là, on est un peu moins dans la performance, on est plus, on va dire, sur de la réparation. Alors, le mot est très bien choisi parce que, comme on l'expliquait, même au travers de l'exemple de Philippe Rosier, sur la préparation mentale. On a un cavalier qui est techniquement à un niveau, Philippe Rosier, où on va prendre un cavalier amateur, et on va optimiser l'existant en levant les blocages psychologiques et mentaux. Dans ce cas-là, on a une personne qui a vécu un traumatisme. Donc on va davantage exactement être dans une réparation. Il va falloir réparer quelque chose qui est cassé, une confiance brisée, un corps qui a été aussi un trauma crânien, donc quelque chose qui s'est vraiment brisé, cassé. Donc on va être sur un travail, là selon moi, davantage de verbalisation, si on peut, de se souvenir de l'expérience, parce que c'est pas le cas à chaque fois, pour pouvoir digérer quelque part ce trauma qui se répète en boucle, donc le sortir de là, et puis après essayer de redonner confiance à la personne, tout en ayant conscience des risques, parce que bien sûr quand on monte à cheval, on prend toujours évidemment un risque, et savoir mesurer aussi ce risque. Dans le cadre, là, oui, c'est plus une réparation. Et on est d'accord que au-delà de cette préparation mentale, quand on a un traumatisme comme ça, il y a aussi les chevaux qu'on monte derrière qui vont jouer un rôle, parce que si on se retrouve encore avec, entre guillemets, des carnes dangereux, des chevaux qui sont inadaptés à notre niveau, etc., on s'en sort pas, quoi. Alors, point très important que tu soulignes aussi, Alice, c'est que la préparation mentale fonctionne quand on a un cheval partenaire que l'on connaît bien, que l'on sait capable de faire tel ou tel exercice. Si effectivement on a un cavalier qui monte un cheval le sien ou un cheval de club, qui est douloureux, qui n'est pas bien soigné, alimenté, etc., qui va s'arrêter parce que douleur, vous pourrez faire toutes les préparations, toute la psychologie que vous voulez, ça ne changera pas la base, à savoir la cavalerie, quel type de cheval je monte. Une fois que tout ça est validé,
hop, on peut effectivement travailler davantage sur le mental. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages, je pense que ça a été d'ailleurs la majorité, de gens qui sont traumatisés, vraiment, parce qu'ils ont eu de très mauvaises expériences avec des mauvais chevaux, ou en tout cas des chevaux qui n'étaient pas adaptés à leur niveau, et qui finalement, il y a même des témoignages de gens qui disent qu'ils sont à un point où dès qu'ils se mettent à cheval, ils pleurent, quoi. Alors la question se pose de savoir, ok, ils adorent l'équitation et tout, mais ces gens-là, est-ce qu'ils font bien de s'obstiner à continuer à monter si on en est arrivé à ce point-là où la peur est tellement grande qu'il n'y a finalement plus aucun plaisir, une énorme peur, etc. Est-ce que là, dans ces cas-là, la préparation mentale, elle sert à quelque chose ou il y a vraiment un vrai travail psychologique à faire avant ? Il y a un travail de prise de conscience, je pense, à faire aussi avant tout. Si ça engendre des pleurs, il faut avoir une souffrance, effectivement une persévérance, un acharnement. Il faut vraiment le prendre en compte. Mais là, je vais plus basculer vraiment du côté psychologie. En rassurant aussi les personnes, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité en disant j'ai fait cette chute, j'ai eu un trauma crânien par exemple, j'arrive plus à monter, etc. On entend aussi une culpabilité de plus réussir à monter, j'ai peur mais je devrais pas avoir peur. Ils ont l'impression d'être nuls alors que c'est pas le cas. Et là c'est un message que je peux passer à tout le monde, sachez que d'avoir peur dans ces situations-là, c'est bien. C'est heureusement que vous avez peur. C'est normal. C'est un signal d'alarme normal qui vous dit attention, là il faut remettre les compteurs à zéro. D'abord, reprendre les choses à la base. Est-ce que le cheval est adapté ? Est-ce qu'il est encore une fois douloureux ou pas douloureux ? Donc, moi, c'est pas mon métier, ça, du coup, d'entretenir les chevaux. Non, bien sûr. Voilà, moi, je viens quand tout ça, c'est checké. Si vous voulez sauter 1m60 avec un cheval qui a une fourbure ou qui a une tendinite ou quoi que ce soit, vous pourrez venir me voir, je pourrais rien changer au fait qu'il va s'arrêter parce qu'il ne pourra pas sauter, vous allez tomber, vous allez vous faire peur, et moi je vais vous dire, mais heureusement que vous vous êtes fait peur. Maintenant on va voir d'où vient la peur, et on va remonter le fil, vraiment l'origine, on vient à l'origine, qui peut être du cavalier ou qui peut être du cheval. Maintenant, quand on a affaire à un accident, on connaît bien son cheval, on a l'accident qui peut arriver à tout le monde, qui peut tous nous arriver. Là, la peur vient remettre en question la confiance en soi. Le sport que l'on pratique, ça remet en confiance beaucoup de choses. Et là, on travaille bien sûr la psychologie d'abord et on redonne les outils pour retrouver ce que l'on a connu. Cette confiance, cette capacité à savoir faire, la confiance qu'on a avec le cheval. Retrouver les bonnes sensations. On retrouve vraiment la préparation mentale à classique. 100%. Okay. On a un autre témoignage de Pauline qui, elle perd complètement ses moyens lorsqu'elle a fait une erreur en concours. Je sais pas, elle fait une barre, un refus, donc on l'écoute. Je vais en concours assez régulièrement, mais voilà, j'ai un souci. Dès que je fais une faute, que ce soit une barre, un refus, j'ai tendance à perdre tous mes moyens. Je me mets énormément la pression et ça m'empêche de finir et de mener à bien la fin de mon parcours. Voilà, j'aimerais avoir quelques conseils si c'est possible. Merci beaucoup. Alors ça, c'est aussi des cas que je rencontre assez souvent. Là, en fait, on a le mécanisme de pensée qui va complètement basculer au moment où il y a une faute. Donc on n'a pas peur, mais on perd ses moyens. On ne sait plus faire. J'ai 4 points, mon tour est fini. Si ça arrive sur le numéro 1, c'est dommage parce que tout le tour va être long. Ça va être un calvaire. C'est ça. Donc là, on a le système de pensée qui vrille, en fait. Et le cavalier va rester pendant tout son parcours bloqué là-dessus, en ayant l'impression d'essayer de récupérer tant bien que mal, mais la tête sera complètement ailleurs et plus du tout sur l'ici et maintenant, à retrouver la bonne foulée, à retrouver le bon galop, la bonne tension, etc. Je crois que c'est Pénélope Le Prévost qui avait parlé de ça justement, où elle est capable, quand il y a un mauvais saut, de tout de suite à la réception se recentrer et avancer sur la suite du parcours. Donc nous, on le travaille effectivement, être capable, dès que ce mauvais saut est terminé, on se recentre tout de suite psychologiquement et physiquement sur le cheval, et on passe continue. à autre chose. Exactement. Et le passer à autre chose, c'est revenir dans le parcours, à l'instant présent. Donc c'est travailler la concentration, être capable de remobiliser toutes les connaissances techniques que l'on a et émotionnelles, parce qu'il faut aussi notre sensibilité émotionnelle pour bien suivre le cheval, parce que lui aussi, il s'est demandé un petit peu ce qui se passait. Et ça, c'est le cavalier et lui seul qui va être capable de rétablir cet équilibre. Donc on travaille effectivement sur ses facultés à se réapproprier en quelques secondes toutes nos capacités à monter à cheval que l'on a. Oui, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'être performant enfin et de plus perdre ses moyens dès qu'on n'arrive pas très bien, que la foulée n'est pas très bonne. Et là,
Ça y est, c'est on bon, c'est panique, terminé. Ouais. voilà, ça c'est le système de pensée qui bascule. Et le but, et ça se travaille très bien, c'est de rester sur quelque chose, une pensée fluide. D'accord. Et toutes les pensées parasites, réussir à les mettre de côté. Et à nouveau, on est en hypnose, en visualisation. On use et on abuse, je dirais, de tous les outils qui fonctionnent pour le cavalier. Et on répète, on refait. Et ça devient un automatisme. Ouais, ça demande quand même un travail d'investissement du cavalier pour pouvoir ingérer ces outils, quoi. C'est pas magique. Ouais. Il faut bien comprendre que c'est pas magique. C'est pas une séance qui va tout résoudre. On n'a rien sans rien. On n'a pas un cheval, on n'a pas de performance à cheval en ne s'investissant pas. Après, chacun s'investit avec le temps qu'il a, avec les moyens qu'il a, avec tous ces facteurs à prendre en compte. Mais on peut pas faire les choses à moitié. Si on le fait, il faut vraiment le vouloir, le faire à fond. C'est un travail de fond, en fait. C'est un travail de fond. Vous n'allez pas courir un marathon en vous entraînant la veille, en allant faire 10 km. Vous faites 10, puis 20, puis 15, puis des temps différents. Vous vous entraînez le souffle. Et ben, le mental, il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est un muscle. Oui. Et un muscle, ça s'entraîne, ça se travaille. Et ce muscle-là, c'est aussi des connexions neuronales, pour parler de manière plus cognitive, plus scientifique, où nos neurones, il va falloir recréer ou créer des circuits neuronaux. On avait des circuits qui étaient dans la défaite, dans l'échec, dans la peur. En préparant mentalement, on crée des circuits qui vont vers la confiance, accepter l'échec, accepter le succès. Et c'est d'autres manières de penser et de fonctionner. Et souvent, les personnes dans la vie, on voit, ont aussi cette spirale un petit peu de manière de penser. Et la préparation mentale, elle sert au-delà du cheval. C'est ça, finalement, ces mécanismes qu'on a à cheval, on les a aussi dans la vraie vie, donc ça peut nous aider à être plus performants au travail, à l'école, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, je travaille beaucoup avec des étudiants qui préparent des concours, pas que dans le cheval. Le cheval, j'en ai fait ma spécialité parce que, en étant cavalière, je pense qu'on a vraiment un moyen, un plus en parlant le même langage. Mais je mets ces dispositifs pour avoir fait des études, préparer des examens, je le mets aussi au service des étudiants, et après ça se décline dans tous les sports. Et on a un dernier témoignage de Camille qui, elle a peur à cheval depuis qu'elle s'est blessée à pied avec son cheval. On l'écoute. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je me suis pris un coup de sabot, les 2 sabots dans le ventre. J'ai fini à l'hôpital avec les pompiers et tout ça. Heureusement, j'ai eu plus peur que de mal. Mais depuis, j'étais très bloquée à pied et ma peur a même découlé à l'obstacle et en selle. Dès que le cheval bouge un petit peu trop ou quoi que ce soit, je me crispe. J'ai peur qu'en fait, je tombe et que je me fasse mal. J'ai refait des chutes depuis où j'arrive un petit peu à me dire « ça va, en fait, je vais bien ». Mais il y a toujours une appréhension qui est présente. Et j'aimerais pouvoir réussir à passer au-dessus et à me calmer et à être un peu plus zen en toutes circonstances, même quand le cheval en dessous ou à côté est complètement débilos. Camille, elle a peur du cheval à pied, effectivement, après un coup de pied dans le ventre. Là, c'est pareil, si j'avais l'occasion de lui parler, on creuserait un petit peu quel type de cheval c'était. Est-ce que c'est un cheval qui est sorti du box après avoir été en convalescence, passé daté ? Est-ce que c'est un cheval avec lequel elle a l'habitude de travailler, qu'elle sort toujours et que, hop, par surprise, elle a reçu ce coup de pied ? On remonte un petit peu l'histoire. Ce qu'il faut comprendre dans certains travaux, là, chez Camille, ça a l'air d'être quelqu'un qui a l'habitude... parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle est bien en cohérence avec elle-même ? Est-ce qu'elle est juste avec le cheval ? Est-ce qu'elle a une autorité, entre guillemets, suffisante, une bonne place avec ce cheval ? La question se pose dans ce cas-là. Est-ce qu'elle a fait attention ? Est-ce qu'il y a eu un manque de sécurité ? Et là, j'alerte aussi là-dessus, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'accidents par habitude où j'ai le cheval le plus gentil du monde et je comprends pas, il m'a bousculé et toujours rester vigilant, même le cheval le plus gentil. Oui, ça reste un animal, quoi. Il a un instinct, c'est une proie, s'il a peur de quelque chose, il va se déconnecter et il va vous bousculer. Et pourtant, c'est le cheval le plus gentil, oui, mais ils gardent leur instinct. Maintenant, si c'est un cheval, encore une fois, qui est vicieux, on sait qu'il a un passif, que des caractériels aussi comme ça, mesurez bien toujours le risque. Donc Camille, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Parce qu'elle dit aussi, j'ai envie de pouvoir être capable de reprendre un cheval un peu débile. Mesure le risque. Ouais. Quel risque si c'est ton choix, tu sais à quoi tu t'engages. Un cheval un peu débile, il ne faut pas oublier qu'on a quand même 600 kilos à côté de nous. Quand ça se retrouve sur le genou, on rigole pas trop, quoi. Et ça, c'est la base. Après, reprendre confiance pour savoir comment se repositionner et pas trembler, pas se crisper pour tenir un cheval, ça se travaille parce que c'est quelqu'un qui a connu ça visiblement. Mais la base, c'est est-ce que je suis prête à prendre un cheval délicat ? Est-ce qu'un licol, c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut un filet ?
Parfois, pour la sécurité, est-ce qu'il faut un chiffonnet ? C'est vraiment au cas par cas, et encore une fois, c'est pas pour faire mal au cheval, c'est pour pouvoir juste le canaliser et se mettre aussi, ne pas oublier, en sécurité. Bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, on a fait un peu le tour, on a reçu beaucoup de témoignages, on a essayé de prendre les 4 témoignages qui regroupaient un peu tout ce que disait tout le monde, mais c'est vrai que, en tout cas, ce qui ressort beaucoup de ce qu'on a reçu, c'est cette peur de la chute, tout ça pour en arriver sur quelque chose qui, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'outils pour se rassurer, on va dire, à cheval. La sécurité a été augmentée aussi, on va dire, je pense, avec les bombes, mais aussi avec des équipements comme l'airbag, qui s'est démocratisé depuis quelques années. Même les pros commencent à s'y mettre, même si c'est pas encore complètement intégré chez eux, mais je pense que c'est comme au ski avec les casques. Demain, tout le monde mettra des airbags. C'est en train de se démocratiser en termes de prix. Tout le monde peut y avoir accès, etc. Je vois de plus en plus de cavaliers sur les concours avec des airbags, aussi dans les clubs. Ça reste en effet un peu cher, mais je pense que c'est un investissement qui est vraiment intéressant pour les cavaliers. C'est vrai que moi, par exemple, qui monte avec un airbag depuis une très grosse chute, je peux plus aujourd'hui sauter sans airbag. Donc, est-ce que tu penses que toi, ça peut être un des outils pour les gens qui ont peur un peu à cheval pour se rassurer ? Alors, dans ce cadre-là, l'airbag devient, comme tu dis, un outil qui va jouer sur le mental. Parce que si j'ai pas mon airbag, je me sens comme si j'étais plus protégée. Exactement. Donc je vais me crisper, donc je vais avoir des idées mauvaises qui vont revenir, de la peur. Si l'airbag, c'est des associations d'idées, ça, on n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie du travail qu'on fait, des associations d'idées. Ça veut dire que quand je vais penser au concours, il faut associer le concours à quelque chose de positif et d'agréable. L'airbag, il est associé à sécurité. Ça veut dire que ça va créer des pensées liées à la sécurité, et donc, a priori, tu vas quand même mieux monter. Donc l'airbag, quand il est associé techniquement, bien sûr, à la sécurité, plus ça devient un outil mental. Dans ce cas-là, il faut être à l'aise avec ça. Il y a des pros qui y viennent, d'autres qui, pour des raisons qui leur sont propres et qui s'entendent, préfèrent continuer sans. Mais à partir du moment où techniquement, ça a fait ses preuves quand même auprès des cavaliers, et que ça joue un rôle mental et psychologique au niveau des pensées, des associations d'idées, il faut pas hésiter, oui. Donc on s'intéresse aujourd'hui à une marque qui fabrique en France des airbags, c'est la marque Segura. À la base, c'est un équipementier pour motards qui a développé son propre airbag pour les cavaliers. On l'écoute. Le gilet airbag Segura Équitation est de conception et de création française. Notre expérience et notre savoir-faire en termes de sécurité nous donnaient la légitimité de nous étendre au domaine équestre en développant des airbags adultes et enfants adaptés à la pratique de l'équitation. Le gilet Segura Équitation répond aux normes les plus exigeantes en termes d'airbag. Il est bien sûr certifié CE par le CRIT, qui est un organisme reconnu par l'État, et a obtenu 2 étoiles au SRA, preuve d'un niveau de sécurité très élevé. Notre airbag, par sa technologie, optimise l'absorption des chocs au niveau du thorax, de l'abdomen et de ses organes vitaux, mais aussi du dos bien évidemment, de la nuque au coccyx, la colonne vertébrale, et en maintenant l'alignement tête, cou, tronc, évite le fameux coup du lapin en cas de chute ou de projection. Il est fabriqué en matière soft shell déperlante. Très agréable à porter, le gilet Segura Équitation et sa ligne femme spécialement créée apportent une attention particulière au confort au niveau de la poitrine des cavalières. 2 soufflets d'aisance sur les côtés permettent de plus au gilet de s'adapter à votre morphologie et à tous vos équipements. Il se ferme à l'aide d'une fermeture éclair et vous offre 2 poches zippées. Le gilet airbag Segura ne pèse que 1,3 kg. Donc voilà, l'airbag, c'est vraiment un outil de plus pour le cavalier pour être en effet vraiment en sécurité, parce que ça nous protège en cas de chute, objectivement, et aussi psychologiquement, ça va nous aider peut-être à avoir cette sécurité-là, on va dire, mentale grâce à l'airbag. Alors aujourd'hui, l'airbag, ça reste quand même un investissement, on va dire, même si ça devient de plus en plus accessible en termes de prix. Mais je pense qu'on dépense beaucoup dans les bombes, dans l'équipement pour son cheval, dans les cours et tout. Dépenser aussi, investir pour sa sécurité, ça a du sens. Et je pense que la préparation mentale, c'est aussi quelque chose qui rentre dans ce sens-là. Ah oui, si on parle de budget au niveau équitation, c'est vrai que monter à cheval, ça représente un budget.
et on est prêt souvent à dépenser pour le cheval, pour ses couvertures, pour son confort. On voit quand même beaucoup de cavaliers soucieux du bien-être du cheval, de leur bien-être aussi par les différents casques qui sont proposés, qui sont de qualité. Et quand arrive le temps de s'occuper de soi vraiment et de regarder la préparation mentale, certains ne se posent pas la question, d'autres se posent la question du prix. Et ce que je peux répondre à ça, effectivement, le prix aussi correspond à la valeur qu'on se donne à soi. Oui, c'est un investissement pour certains, oui, c'est faire un effort, mais il faut voir ça comme capitaliser sur soi, investir sur soi pour devenir encore une fois autonome. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui est voué à être à vie, c'est un travail au début sur le long terme. Après, l'autonomie, une fois qu'elle est acquise, les cavaliers que je suis savent me rappeler au moment où ils en ont besoin. Donc on réactive, on améliore, on voit l'évolution qu'il y a eu, mais ils ont compris que c'était un investissement pour leur bien-être à eux et qui découle après, qui fait découler tellement de bénéfices. Aide aussi dans la vie de tous les jours, quoi. Au-delà du cheval. C'est ça qui est intéressant. Voilà, au-delà du cheval, exactement. C'est quelque chose qui sert largement dans la vie de tous les jours. Donc au niveau, c'est même dur de mettre une valeur, un prix. Donc on essaye d'avoir un prix juste pour que voilà, ça reste aussi accessible et en même temps qu'on ait conscience de la valeur qu'on se donne. Donc l'épisode de Marie touche à sa fin. Ça a été passionnant. Merci beaucoup. Pour conclure, je crois qu'on peut dire que la prépa mentale, évidemment, ça règle pas tous les problèmes du cavalier, mais je pense que c'est vraiment un outil pour accompagner sa pratique, comme on se l'est dit, dans la recherche de la performance aussi. Marie, qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour convaincre un peu les sceptiques ? Alors déjà, rassurer sur la préparation mentale et la psychologie, comme je le disais, premier lieu, c'est savoir qu'on a tous un fonctionnement psychologique. Le contraire serait vraiment embêtant et même inquiétant. Donc, dans ce sens-là, c'est accessible à tous. Et n'ayez pas de honte, de contrainte ou de culpabilité. Rappelez-vous que les Teddy Riner, ils vont voir des psychologues, Myriam Salmi pour pas la citer. Donc voilà, décomplexez-vous par rapport à ça. Faut bien comprendre que c'est pour avancer, pour optimiser, que ça va au-delà très souvent du milieu du cheval, du milieu équestre. Et puis faites-vous confiance à vos ressentis. La personne que vous allez voir, ne vous sentez pas obligé d'y retourner. Encore plus si la personne vous force à revenir, voilà, posez-vous les questions. Stop. Le premier souvent rendez-vous consiste à poser, bien comprendre la demande, comprendre ce que vous voulez. Et si vous êtes OK avec ça, vous sentez que la personne a compris, que vous avez envie d'y retourner, ça, a priori, c'est bon. Donc, il faut vraiment, et ça, Philippe le dit très bien, ça a matché. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il faut que ça matche et qu'on soit prêt à travailler ensemble. Il y a des personnes comme ça, ce qui vous stresse, c'est épidermique, et faut pas insister. Il faut se sentir en confiance, avoir envie de faire le chemin avec cette personne, être capable de se livrer à cette personne. En psychologie, et je pense que, voilà, dans une éthique même, quand on travaille avec les personnes en général, moi je sais que je suis tenue au secret professionnel, donc c'est des choses qui peuvent être dites intimes aussi sur les personnes, et ça reste dans le cadre du suivi que l'on a. On ne va pas le répéter au coach, on ne va pas le répéter à droite à gauche, donc il y a vraiment une question de confiance qui doit s'installer, parce que ça fait aussi partie du résultat. Donc faites-vous confiance dans votre ressenti aussi quand vous allez voir quelqu'un. N'hésitez pas à changer si ça ne convient pas. Parfait. Merci beaucoup Marie pour ce moment passé avec toi. Et on espère que ça aidera nos cavaliers qui nous écoutent. Oui. Et voilà. Et de toute façon, vous pouvez aussi retrouver Marie dans un épisode dans un sujet qu'on avait filmé pour Georgette Mag, qu'on vous mettra en avant sur nos réseaux sociaux, qui était hyper intéressant, ce qui permet de voir concrètement à quoi ressemble la préparation mentale. Voilà. À très vite tout le monde.